Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Richard Dessèze. Bonjour Corentin. Alors on rappelle que vous êtes notre partenaire Valeurs Actuelles et l'auteur de ce livre, Le rond de serviette est-il de droite ? Et vous nous présentez donc 2 BD. Vous voulez commencer par quoi ? Par La Reine ou par Black et Mortimer ? Commençons par Black et Mortimer. Allez, commençons par Black et Mortimer, le 29e, Black et Mortimer, 8h à Berlin, aux éditions d'Argo. Alors, c'est un album qui est scénarisé par Bocquet et Fromental et dessiné par Antoine Aubin. Antoine Aubin avait déjà dessiné L'Onde Septimus sur un scénario de Dufaux. Le dessin était parfait, le scénario était moyen. Dufaux avait essayé de mêler la science-fiction cinématographique des années 50 avec Black et Mortimer et avait abouti à un album un peu étrange qui tendait vers le fantastique et l'horreur, mais en s'écartant en fait à franchement parler du canon jacobsien. Là, Fromental et Bocquet respectent beaucoup plus l'ambiance que veut donner à ces albums Jacobs, donc qui est toujours un mélange de géopolitique et de science. Et là, dans les années 60, où se situe l'album, au moment où la RDA est franchement communiste et où il y a une véritable guerre froide, au moment où Jacques Kennedy va aller en Allemagne prononcer son discours qui terminera par Ich bin ein Berliner, il y a une floraison de sciences avec le Spoutnik et tout un tas aussi de sciences bizarroïdes. C'est la grande époque des savants nazis récupérés qui par les soviétiques, qui par les américains. Il y a aussi au cinéma des ouvrages tout à fait intéressants et notamment il y a au cinéma l'idée d'une substitution des personnes. J'ai complètement oublié le film dont je voulais vous parler. C'est dommage. Son auteur est celui qui a fait un très bon film qui s'appelle Le Candidat mandchourien. Et donc, ce cinéaste a tourné plusieurs films qui tournent autour de la substitution, du double, de la manière dont on peut aujourd'hui reprogrammer quelqu'un intellectuellement ou carrément le reformater physiquement. Et donc, avec cette idée d'un esprit qui passe dans un autre corps ou d'un corps qui est investi par un autre esprit. Et c'est exactement le thème de 8 heures à Berlin où Black et Mortimer vont se retrouver à l'intérieur d'une conspiration russe, enfin soviétique en l'occurrence, mais dans lequel trempent les Américains. C'est un lieu commun en ce moment de montrer à chaque fois que les généraux américains en fait sont tous quasiment fous dès qu'ils atteignent les hauts cercles du pouvoir et qu'ils sont tous capables de pactiser avec l'ennemi pour prolonger le système militaro-industriel et faire en sorte d'assurer leur domination militaire. Évidemment, c'est une pure fiction. Qui oserait penser de ça des généraux américains. Et il y a dans cet album véritablement l'essence de ce qui fait le charme de Jacobs, avec un dessin donc extrêmement bien maîtrisé, beaucoup d'allusions, dont une assez amusante à l'affaire Tournesol, avec une voiture qui tombe dans le lac Cornavin, et le dessinateur et les scénaristes se sont amusés à reprendre quasiment la séquence telle qu'elle avait été dessinée par Hergé dans l'affaire Tournesol. D'accord. Et donc il y a 1000 autres allusions, dont 998 que je n'ai pas été capable de décrypter, mais on sent que c'est un album qui est pétri de références. C'est un album qui se suffit à lui-même, qui est assez agréable, et comme le disent les scénaristes, ils ont essayé de rééquilibrer les rôles entre Black et Mortimer. Évidemment, Mortimer a une personnalité un peu plus aimable que celle de Black. Voilà, il est barbu, il est écossais, il fume la pipe, il aime boire, alors que Black, c'est l'officier anglais avec le côté parapluie là où je pense, et donc qui est là. Ils essayent de faire en sorte que Blake ait au moins autant de scènes d'action que Mortimer. C'est un peu comme Tiff et Tondu. On fait en sorte de rééquilibrer en permanence les rôles et de faire en sorte qu'un des héros ne prenne pas le pas sur l'autre.
franchement, c'est un bon album et vous le soulignez à juste titre. Voilà, c'est la 29e histoire. Il y a désormais plus d'albums écrits après Jacobs que Jacobs en avait écrit de son vivant. Il en a écrit combien, Jacobs, vous savez? En fait, il en a écrit 6 et 6 et 9. Il en a écrit 11 ou 12. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il en a publié 11 et ces 11, en fait, ce n'est pas 11 histoires parce qu'il y a 3 albums du Secret de l'Espadon, il y a 2 albums de la Grande Pyramide, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 histoires de Jacobs, en fait, seulement. Mais en même temps, c'est la source d'inspiration après pour les autres. C'est formidable parce qu'évidemment, tout est posé. Il y a les 2 héros, il y a Ulrich qui revient bien sûr dans cet album. Donc il est increvable et il est toujours aussi fou, toujours avec son costume de séide de Bazam Dandu, donc une espèce d'officier nazi revu à la sauce asiatique. Donc c'est vraiment un bon album. Et je pense qu'on a pu être très déçu par l'Onde Septimus de Dufaux, on a pu être encore plus déçu par le cri du Moloch ou le testament de William S, où là on s'égarait, on retrouve en fait l'ambiance d'espion de l'affaire Francis Blake qui était le premier grand album post-Jacobs. On retrouve aussi un peu la machination Voronov, donc on retrouve le début en fait du relancement de la série. Et en même temps, on a su capitaliser sur les nouveaux auteurs, et donc qu'il s'agit des scénaristes ou des dessinateurs. Voilà. Si jamais on vous l'offre pour Noël, Corentin, je crois que pour une fois, vos parents n'auront pas eu tort. Parce qu'on m'offre à Noël, chaque Noël, j'ai le droit à mon Black et Mortimer. Donc voilà, si les parents m'écoutent, encore cette année, ça vaut le coup. Alors la deuxième bande dessinée, c'est La Dernière Reine de Rochette. De Rochette. Rochette, on en avait parlé il y a quelques temps à propos d'un album assez personnel où il racontait en fait comment est-ce qu'il était passionné d'alpinisme, comment il avait chuté, comment est-ce que d'ailleurs ça lui avait gravement abîmé le visage et comment est-ce qu'il était devenu dessinateur et non pas guide professionnel. Et ça, La Dernière Reine est un album assez étrange que j'ai beaucoup aimé. Où Rochette donc a un dessin qui n'a absolument rien à voir avec celui d'Aubin, puisque c'est un dessin bien gras, esquissé, assez sombre. On est vraiment à 100 lieues de la ligne claire, mais avec des ambiances assez admirables de forêt. Et ça raconte l'histoire d'une gueule cassée de 14-18, donc qui en même temps est amoureux des montagnes de Grenoble. Donc il y a un côté un peu autobiographique dans ce personnage qui participe à la guerre de 14-18, donc revient avec horriblement défiguré, croise une sculptrice à Paris qui va lui redonner un visage, et ça c'est vrai si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement une américaine qui à Paris s'était donné comme mission de reconstituer les visages des gueules cassées. Il y a eu d'ailleurs un très bon album qui est paru aux éditions du Rocher, si je ne m'abuse, dessiné par Améziane sur cette sculptrice. Là, Rochette mélange en fait cette histoire vraie avec ce personnage de gueule cassée qui devient l'amant de la sculptrice et à qui il fait découvrir une espèce de culte ancestral de l'ours au sein des montagnes grenobloises. Et donc, il y a une veine païenne absolument fascinante, un peu dérangeante. Il y a un personnage de moine qui vient exorciser les bois et donc qui ressemble à une caricature 19e telle qu'on pensait le catholicisme à l'époque. Bon, et en même temps, on ne peut pas non plus expliquer que les catholiques ont toujours été particulièrement sympas avec les cultes païens qu'ils rencontraient sur leur chemin. Mais là, on sent plus la Troisième République, une véritable recherche sur l'interculturalité telle qu'elle a été pratiquée au Moyen-Âge. Et ce culte païen perdure et cette gueule cassée en est le dernier représentant. Et donc, on a quelque chose d'assez fascinant où on suit le parcours de ce paria. En même temps, on a un aperçu assez aimable sur l'effervescence dans les années 20 à Paris de la scène artistique. Il y a Pompon, il y a les Russes qui sont expatriés et qui commencent. Il y a Soutine qui commence à produire une peinture, et notamment ce bœuf écorché absolument magnifique. Il y a donc tout un monde de galeristes donc qui sont plus ou moins corrompus.
dessus. On croise le souvenir de Rembrandt, Bugatti et donc excellent sculpteur animalier. On croise Hébrard, le fondeur, et au fur et à mesure, se dessine peu à peu, à travers les âges. Il y a des flashbacks, genre il y a 10 000 ans, il y a 1000 ans, il y a 30 000 ans, il y a 100 000 ans, où il y a ces ours dans cette forêt de moins en moins étendue, cette forêt primaire de plus en plus attaquée, qui perdure. Et donc, la dernière reine, en fait, c'est la dernière ours sauvage que la gueule cassée essaye de préserver des hommes. C'est un album étrange qui est rempli de tristesse et en même temps il y a un côté assez élégiaque avec un éloge de la nature remarquable. Une espèce aussi de libération des formes, c'est-à-dire que peu à peu, le sculpteur, qui est cette femme, part du vivant et donc reconstitue ce visage, en même temps commence à sculpter des ours et finit par faire quasiment du land art avec des sculptures faites de pierres, de morceaux de glace, de gerbes de jonc. Et avec une espèce de liberté dans les formes où il s'agit d'être de plus en plus près de la manière dont le vent, le soleil, l'air sculptent, si j'ose dire, la nature. Et vraiment une évolution parallèle où d'un côté on va de plus en plus vers l'abstraction conceptuelle, mais avec les moyens les plus naturels, donc ce qui est quand même l'un des apports passionnants du land art, et de l'autre côté une régression païenne vers ce culte antique des ours, et des ours, des aigles, des daims, des animaux de cette animalité qui dominait le monde avant que l'homme ne s'inspire de sa force, de sa puissance et de son intelligence pour en devenir le maître, mais un maître destructeur. Donc, d'un point de vue idéologique, je ne sais absolument pas où nous emmène Rochette. Ou responsable. Mais alors là, évidemment, comme il s'agit de mettre en scène la Troisième République, ses gendarmes et ses procureurs, donc on pense bien qu'il y a un petit côté pas trop écolo, et donc c'est effectivement tous les mérites de la bourgeoisie triomphante qui sont étalés dans cet album. Donc voilà, donc on ne peut pas dire que ce soit à la gloire de la Troisième République. Pourquoi d'ailleurs faire quoi que ce soit à la gloire de la Troisième République, soyons francs. On est d'accord. Mais une histoire tout à fait prenante, un album bien épais, plus de 200 pages, et avec des planches magnifiques. Et un très beau cadeau de Noël aussi. Donc on le rappelle, la dernière Reine chez Casterman, et puis 8 heures à Berlin, le dernier Black et Mortimer. Merci beaucoup Richard de Sèze pour cette chronique bande dessinée. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.